Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Et ça fait bien longtemps que je n'ai pas lancé le tournage d'un podcast solo. Ça fait bizarre, je te jure. Ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas tourné comme ça. Écoute, ça m'avait manqué. C'est vraiment un exercice que j'aime bien. Donc bon, voilà de retour. J'ai lancé vraiment comme à l'ancienne, tu vois. C'est-à-dire, en vrai de vrai, aujourd'hui, là, j'ai pas de sujet. J'ai même pas de sujet. Je pense à un truc, mais je vois pas trop de quoi je vais te parler. Je vais trouver très rapidement, là, dans 10 secondes, on est parti. Mais je me suis dit, tu sais, d'habitude, je fais pas de plan. Tu connais, je fais pas de plan. Moi, je pars en freestyle direct. Je prends une thématique et je balance pendant une heure. Et aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire pire. Je vais le lancer alors que je sais pas de quoi je vais parler. Et tu vas voir, on va démarrer. Et c'est assez simple, puisque j'ai juste à prendre les choses, ou je dirais même une chose qui change ma vie, qui révolutionne un petit peu ma vie, pour avoir un bon sujet. Alors, je viens de m'apercevoir d'un petit truc que je vais devoir corriger tout de suite. C'est que je vois que j'ai oublié d'allumer une des lumières. Donc, si tu regardes la version YouTube, tu le vois potentiellement. Donc, je l'allume et on démarre. Le sujet, en fait, duquel on va parler et qui claque de fou, et moi, c'est une espèce de révolution que je suis en train de vivre en ce moment, qui est assez dingue. Ah oui, d'accord, je vois ce qui pose problème. Donc je disais qu'il est assez dingue, c'est tout ce qui est autour de l'automatisation, tu vois. Je pense qu'il y a plein de gens qui se rendent en fait pas compte de ce qui est en train de se passer là. Ce qui se passe là, tout ce à quoi on a accès facilement, tout ce qu'on peut faire là avec toutes ces automations, toute cette IA, c'est dingue. C'est dingue. C'est pas genre un peu bien, un peu stylé et tout, c'est sympa, il y a ChatGPT, tu vois, ça c'est une petite partie, c'est ce que tu vois, c'est ce qui est au-dessus, c'est le top du truc. Tu regardes le gâteau, tu dis oh c'est cool, il y a une cerise, ça tombe bien, j'adore les fruits. Là c'est à peu près ça, tu vois, quand tu utilises ChatGPT. Mais en vrai de vrai, ce qu'il y a en dessous, la ganache, la pâte, la recette, tous les ustensiles, imagine tout ce qu'il y a, tout ce que tu peux faire. Tu peux être bon en cuisine, tu peux être bon en recette, tu peux être bon dans la création de la farine, tu peux être bon en pâtisserie, tu vois un peu les automatisations et l'IA, c'est pareil. Tu vois vraiment que le top. Et ça, même si tu n'as pas l'impression que c'est utile pour la vie que tu mènes, puisque tu te dis, bon, au final, j'arrive à avancer sans, je vais pouvoir continuer sans, j'imagine. En fait, c'est le même mindset que de se dire, écoute, moi, j'utilise des chevaux pour me déplacer, j'ai pas besoin de voiture, tu vois. J'avais une vie avant les caisses, j'aurai une vie après les caisses. J'ai pas besoin, tu vois. C'est pareil. C'est un truc qui peut t'aider, qu'importe le job que tu fais, j'ai l'impression, tu vois. C'est un assistant de vie, quand tu sais t'en servir un petit peu plus, c'est un assistant de vie, c'est, si tu veux, une ouverture énorme sur la créativité. Comme tu le sais, moi, j'aime bien faire passer rapidement les projets de idées à concepts qui fonctionnent tout de suite, tu vois. J'aime bien faire ça. L'exécution, en plus, c'est super important en entrepreneuriat. Faut être rapide. Faut pas avoir une idée, la faire mourir pendant 6 mois, 1 an. Tu connais la rengaine. Sinon, ça sert à rien. Tu perds du temps. Tu te lances jamais. T'as jamais de retour. Donc, les outils là qui sont mis à disposition, c'est des trucs qui te permettent vraiment d'implémenter à une vitesse quand tu es efficace. C'est trop. Franchement, c'est trop. Tu vois, là, je suis passé à travers une problématique récemment, et peut-être que tu connais. Il y a une pénurie de médecins en France. Je vais éviter d'être trop précis, mais je vais te donner quand même des indices pour que tu captes. Il y a une pénurie de médecins en France, des médecins très spécifiques. Bon, il y a une pénurie dans à peu près tous les secteurs, mais bon, bref. Chez les médecins, c'est violent, et chez certains types de médecins, c'est très très violent. J'ai rencontré le problème, je me suis dit, tiens, je veux prendre un rendez-vous avec tel type de médecin, et c'est pas dispo, tu vois. Bon, j'ai creusé un peu le truc, je suis allé faire un tour sur Google Trend. Donc Google Trend, c'est les recherches tendances, si tu veux, tu vois, quand il y a une grosse hype autour de quelque chose, tu vas voir dans Google Trend et boum, tu vois que les gens dans le monde ou en France, tu peux choisir, cherchent énormément ce sujet en ce moment. C'est la trend du moment, c'est la recherche du moment. J'ai tapé la typologie de médecin, la spécialité, et j'ai vu qu'il y a une ville qui ressortait à mort dans laquelle, apparemment, il y a une pénurie plus. Ok ? Donc il y a le nom de la ville. Bon, parfait. Je prends l'information que j'ai, je vais moi-même sur Google et pas sur Google Trend et j'essaie de faire une recherche, comme si j'étais un particulier qui habite dans la ville. Je lance mon truc, je regarde, je vois que des médecins spécialistes dans la ville en question, qui est quand même assez grande, il y en a 3.
je creuse un petit peu, je fais comme si je voulais prendre rendez-vous. Pas de rendez-vous sur Doctolib, tu vois. Il y a marqué ce médecin ne prend plus de nouveaux patients, c'est uniquement pour les anciens, blablabla. Donc en gros, si tu as ce problème-là dans cette ville et que tu peux pas te déplacer, dommage. Les gens sur place, les gens sur place ne prennent pas de nouveaux patients. C'est un concept que je trouve. Je comprends, tu vois, parce que les mecs n'ont pas non plus du temps à l'infini. Mais le concept est assez marrant parce qu'on est dans la santé, tu vois, c'est assez ouf. C'est, voilà, t'as un restaurant, tu veux rentrer dedans, dis-leur, on ne prend plus de nouveaux clients, on ne sert que les habitués. Désolé, allez dans un autre resto. Bon, là, c'est quand même de la santé, c'est un petit peu plus important. Je creuse le truc, je me dis, tiens, c'est intéressant. Il y a peut-être moyen d'aider justement les gens qui ont besoin d'une réponse, mais qui n'ont pas accès à ces médecins-là parce que justement, ils sont pas dispo. Et je me dis, tiens, je pourrais peut-être proposer une solution appuyée, donc qui s'appuie sur l'intelligence artificielle, justement pour au moins apporter un début de solution à ces gens qui ont des questions. Tu vois, sur tous ces gens qui ont des questions, ils n'ont pas tous besoin, j'imagine, d'avoir des prescriptions ou autres. Par contre, ils ont peut-être des questions un peu bateaux, ils ont besoin de réponses. Tu vois, je me dis pourquoi pas. Bien sûr, je me mets pas à exercer un truc de santé. Hein. Je vais pas aller envoyer des prescriptions à ChatGPT, t'imagines bien. Néanmoins, vu la typologie de médecin, je peux pas te la donner, mais vu le truc, c'est un secteur dans lequel ça va. Tu peux très bien toi-même aller sur ChatGPT, taper, dire « Ah ouais, j'avoue, c'est ça, c'est OK, tu vois. » C'est pas un truc qui est en rapport, qui est vital. Hein. C'est pour ça que je me permets, bien évidemment. Et puis, moi, j'aime beaucoup lancer des projets aussi pour le test et pour le plaisir. J'utilise ces nouveaux outils et je me dis « Tiens, qu'est-ce qui pourrait intéresser ces gens-là » Une plateforme qui peut créer des rapports, t'en dire un petit peu plus et trouver dans la zone ou un petit peu plus loin les meilleurs médecins dans cette spécialité-là. Donc, en gros, c'est un service. Tu rentres tes infos, ça te fait un rapport sur ce que tu rencontres, ça te donne un petit peu des pistes, et après, ça te donne le top 3 des meilleurs médecins sur le sujet, et si possible, disponible. Ok ? C'est ça l'idée du service. Maintenant, il faut le mettre en place. Donc, comme d'habitude, tu as deux choix. Soit tu te dis non, mais peut-être que, en réfléchissant, c'est pas une si bonne idée. Non. Pose des questions à ChatGPT, renseigne-toi, quelles sont les limites légales à la médecine, tu cherches. Bon, apparemment, il me dit que si je récupère des infos sur les gens, du coup, c'est des infos de santé. Donc ça, c'est interdit. Il va falloir que je les héberge sur un serveur spécial, ça s'appelle un serveur HDS. Ça coûte 300 € par mois. Donc, je ne vais pas récupérer des infos de santé. D'une part, parce que ça demande une réglementation spécifique, enfin, ça demande une vérification spécifique et en France, c'est pas la fête, tu vois, tu peux pas récupérer des infos diagnostiques santé comme ça, donc on va pas les récupérer. Et d'autre part, parce que j'ai pas envie de lancer un projet qui a juste pour un hébergement un coût de 300 balles, tu vois. Bon, je dis ok, donc je trouve une parade, on va pas rentrer dans le diagnostic, mais on va juste envoyer des tendances, et ça c'est ok, t'as le droit de le faire. Si tu précises, enfin, de surcroît, si tu précises en plus que c'est pas une consultation et que tu dis tiens, va voir ces gens-là, tu vois, c'est comme si un mec, alors encore une fois, je prends un parallèle, c'est comme si c'est comme si une personne venait et disait tiens, j'ai un petit peu mal au coude. Dans le rapport, il y a marqué fais ça comme ça, fais ça comme ça, fais ça comme ça. Ah ouais, je pense que, comment c'est arrivé? C'est arrivé comme ci, comme ça. T'es resté beaucoup sur ton PC, t'avais beaucoup le bras tendu, oui, non, tu vois, ça te fait une étude comme ça, et après ça te dit, bon, je pense que c'est potentiellement une tendinite si t'as ce type de douleur et que tu ressens ça, ça et ça, et effectivement, tu as raison, il faut aller voir ce type de médecin, voici le top 3 des médecins dans le game, tu vois, boum, que tu n'aurais pas forcément trouvé parce qu'il y en a une infinité répartie en France. Donc voilà le top 3 dans ta zone que tu n'avais peut-être pas vu, tu vois, ok. Donc c'est ça mon idée de service, et j'utilise un outil, c'est devenu un de mes meilleurs potes maintenant, qui s'appelle Bolt.new, pour développer cette plateforme. Et développer cette plateforme, connecter l'IA, créer les fonctionnalités, ça me prend 3 heures. Et c'est ça qui est taré. C'est que tu peux ouvrir ta plateforme en 2-3 heures. C'est réglé, quoi. Tu passes de 0 à 1, tac, tac, direct, en 3 heures. Bon, ma plateforme est lancée, c'est cool, elle est prête. Je vais lancer directement une campagne de publicité pour essayer. On va voir si ça clique, on va voir comment les gens réagissent. Bon, je vais sur Google Ads. Moi, j'ai déjà une entreprise vérifiée puisque je suis positionné en tant qu'agent sur Google Ads. Tu connais mon métier, trouver des clients automatiquement pour les personnes. Donc, pour les gens qui ont des business. Donc, fatalement, je peux faire de la pub Google Ads et lancer des projets comme ça. Et c'est super. Si demain, tu veux le faire aussi, tu peux. Tu as une auto-entreprise, tu mets tes infos de sirène, etc. Et on est parti. Je lance la campagne, je l'écris, ça me prend 10 minutes. J'explique en fait le service, à quoi il sert. Je me positionne sur des mots-clés. Si possible, sur les mots-clés que j'ai trouvés juste avant avec la ville spécifique. Tu vois, je me dis, je vais commencer local, juste pour voir. J'envoie le truc. Je vais prendre un nom de domaine, donc le nom du site.
Bon, voilà, ça me coûte 6 euros par an, rien d'exceptionnel. Hop, je paye. Et puis, je lance mes pubs. Et en 24-48 heures, j'ai déjà des gens qui ont rentré leurs infos et qui ont demandé un rapport, en fait. Tu vois, direct. Et j'optimise, tu vois, au fil du temps. Enfin, c'est une petite temporalité, tu vois, mais au fil de ce qui se passe et des retours qu'il y a, j'optimise le truc. Je regarde où est-ce que les gens cliquent, est-ce que les gens cliquent pas. Parce que ça, tu peux le savoir maintenant avec des logiciels comme Hotjar, avec des applications web comme Hotjar. Je regarde un peu ce qui se passe sur le site. Est-ce que apparemment mes arguments arrivent à convaincre ou non? Est-ce que ça paye pas? Et j'affine comme ça, tu vois. Et moi, ce qui me tue, c'est que lancer des projets comme ça, d'habitude, à l'époque, on va dire ça comme ça, t'avais 1 mois, 2 mois, 3 mois de travail. Tu devais trouver un développeur. Et en plus, tu devais payer le gars, quoi. Tu devais payer les gars. 200 balles jour, 300 balles, 200, 300 balles jour, 100 balles jour si c'est un pote, gratuit si c'est un pote, mais c'est quand même beaucoup de travail, tu vois. Et là, en 3 heures, ta plateforme, elle est prête. Alors, c'est pas la meilleure plateforme du monde, mais en vrai de vrai, pour tester un marché, ça fait le café. Quand tu lances, je reprends encore cet illustre exemple de restaurant, quand tu lances ton resto, t'es pas obligé de faire des travaux élites dès le début des enfers. Tu le fais petit à petit. On te signale, on dit ouais, sur la carte, c'est dommage qu'il n'y ait pas de parmesan, bam, tu rajoutes. Ouais, c'est dommage dans les toilettes, il n'y a pas d'écriteau, homme-femme, on ne sait pas de quel côté aller. Boum, tu rajoutes. Voilà, c'est pareil. Donc tu lances ton truc, vite, c'est ce qui compte. Et t'affines au fil du temps. Tu vois, donc là, je suis au 3e jour. Je vais regarder les stats en direct et te dire où on en est, tu vas voir. Et c'est ouf. Moi, je suis choqué. Déjà, que de base, les projets, je les lance vite. Parce que d'habitude, moi, les projets comme ça, je les lance juste sur des landing pages. C'est-à-dire que je vais juste créer une page sur laquelle j'explique le service. Et si les gens mettent leurs infos, tant mieux, tu vois. Ils vont mettre leur nom, leur prénom et leur mail ou leur numéro. Moi, je vais les rappeler derrière pour en savoir un petit peu plus, tu vois. Normalement, je fais comme ça. Ça me permet de lancer à peu près n'importe quel type de business, qu'importe les infos dont tu as besoin. Mais là, ce qui est génial, et dans un second temps, je vais faire développer la plateforme si, voilà. Et là, ce qui est génial, c'est que je peux lancer directement à la plateforme si ça me fait plaisir et ça prend pas de temps, tu vois. Enfin, je trouve ça incroyable. Donc, je vais juste te donner quelques statistiques pour que tu réalises. Donc là, j'ai quoi? Donc, je suis à 10 euros par jour d'investissement pour les publicités. Ils dépensent même pas tout mon budget publicitaire. Là, j'ai dépensé 7,62 € aujourd'hui. J'ai eu 14 clics. Le coût par clic, c'est 50 centimes. Écoute, tant mieux. On se balade. On va voir s'il y a quelqu'un qui a payé mon petit service. Mais je pense pas. J'aurais reçu une notification. Hop là. Et la liste s'agrandit. La liste de gens qui renseignent le truc s'agrandit. Et ce qui est encore... Ouais, j'ai eu une nouvelle personne. Donc, pour l'instant, ça n'a pas payé. Mais tu vois, je vois que ça ne paye pas directement. Et je vois par contre qu'il y a des gens qui sont assez pressés. Moi, ce que je peux faire maintenant, c'est que je peux carrément en fait les relancer par mail ou changer de stratégie, me dire tiens, apparemment cette histoire de rapport et de facturation comme ça pour des infos, ça marche pas spécialement. Peut-être que je peux leur proposer autre chose d'une autre manière, parce que c'est des gens qui m'ont quand même laissé leurs adresses mail. Donc je peux les recontacter et même si j'ai pas d'infos en précision, en clair sur la nature des trucs, je peux quand même savoir le souci. Je peux quand même en fait connaître l'indice d'importance de la problématique qu'ils rencontrent, tu vois, parce qu'ils l'ont indiqué. Ça, c'est quelque chose que je demande. Donc, je peux leur poser une question et leur dire voilà, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, comment est-ce que vous voyez les choses, etc. Et ça, c'est ouf, tu vois. C'est ouf. Donc, tu peux vraiment faire évoluer ton projet. Tu as ta petite plateforme qui vient de nulle part. C'est un truc de ouf. Je trouve ça vraiment dingue. Je trouve ça vraiment dingue. Le truc que j'ai développé aussi à côté et qui m'aide beaucoup, ça, c'est la même chose. Très longtemps, moi, j'ai bossé avec une assistante, tu vois. Elle est encore là, d'ailleurs, et c'est très cool. C'est une personne à qui je peux demander à peu près n'importe quoi quand j'ai de l'administratif à faire ou des petits machins que j'ai pas forcément envie de faire. J'envoie un message vocal, elle s'en occupe, tu vois. C'est quelqu'un qui est plutôt débrouillard, quelqu'un qui est efficace, quelqu'un qui a une bonne vision, voilà, quelqu'un aussi qui s'occupe de la comptabilité, tu vois. Elle a plusieurs missions. Et en fait, là, ce qui est génial, alors c'est pas ça qui va la mettre au chômage, mais quand même, c'est ouf ce que je vais t'expliquer. Il y a la possibilité de développer en fait des assistants, bien sûr qui s'appuient encore une fois sur l'IA, et de connecter ces assistants directement à une conversation WhatsApp. Bien sûr, je te vulgarise le truc pour que ça soit clair. Donc j'ai une conversation WhatsApp là sur mon téléphone, qui est tout en haut. Ça a le nom de ma boîte, donc Scalable Assistant. Et quand j'envoie un message vocal dedans, en fonction de ce que moi j'ai configuré, tu vois, ça exécute ce que je demande. Et c'est ça qui est dingue. Et comment ça marche, en fait, finalement? Parce que si ça t'intéresse un peu, là, normalement, je t'ai mindfuck. Tu dois dire, mais quoi?
Mais à quel moment il sait, comment il sait dans quel outil il doit utiliser, ce qu'il doit faire, etc. T'as raison, je vais t'expliquer alors comment il fait. Quand tu crées ton assistant, tu lui donnes accès à ce qu'on appelle des outils. Ok ? C'est pas exactement ce que tu visualises. Je vais te faire l'exemple avec ma To-Do. Moi, ma To-Do, elle est hébergée sur une application web qui s'appelle Todoist. Ok ? Et mon agent, il a accès à plusieurs outils, à savoir l'outil ajout d'une To-Do, donc une tâche à faire. Il a l'outil retirer une To-Do. Il a l'outil mettre à jour une To-Do. Il a l'outil déplacer une To-Do. Tu vois ? En fait, chaque fonctionnalité, chaque action est considérée comme un outil. Alors que finalement, dans la vraie vie, si tu bosses avec par exemple une assistante, elle a qu'un seul outil, c'est Todoist, tu vois. Elle n'a pas l'outil ajouté, c'est juste une fonctionnalité, elle sait faire la différence. Mais l'IA, sait pas faire la différence. Donc tu lui crées des outils, tu lui expliques dans quel cadre il doit les ajouter, les bouger, dans quel cadre il doit s'en servir. Et tu fais la même chose avec toi, toutes les applications web que tu utilises. Tout simplement. Et au final, tu as une page avec plein d'outils. Tu as un robot qui comprend parfaitement comment il doit s'en servir. Et au-dessus, en fait, de ces outils-là, tu mets un agent qui, lui, va superviser, alors c'est ça que je vais te dire, chaque agent, en fait, chaque outil, tu vois, par exemple, l'outil de To-Do que je viens de t'expliquer, tous les outils de To-Do, ils sont contrôlés par un robot, ok, qu'on va appeler l'agent To-Do, ok. Et à chaque groupe d'outils, donc tu vois là, tu as tous les outils en rapport avec la To-Do, tu as tous les outils en rapport avec Google Calendar, si jamais tu veux ajouter des rendez-vous, en supprimer, etc. Tu as tous les outils qui sont en rapport avec la comptabilité, récupérer des trucs, des infos. Donc à chaque fois, tu as un groupe d'outils, et chaque groupe d'outils est lié à un robot, un agent. Et au-dessus de ça, tu mets un agent superviseur qui lui prend la décision de dispatcher les tâches que tu vas demander. Donc, si je dois te faire un schéma, ça donne WhatsApp, l'information arrive via WhatsApp, elle arrive chez l'agent superviseur, c'est un peu le manager. Lui, en fonction de la tâche, il réfléchit, il prend une décision, il dit tiens, la demande de Julien aujourd'hui, c'est apparemment d'ajouter une to-do à demain 10h. Il toque directement chez l'agent to-do et lui dit coucou, il faut que tu t'occupes de ça, c'est à toi. Ça rentre chez l'agent to-do regarde, il dit alors, ajouter une tâche, je dois utiliser quel outil ? Ah, je vais utiliser l'outil ajout. Il prend l'outil ajout, il ajoute la to-do à la date que je lui ai demandé et il me fait un retour sur WhatsApp. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Donc tu marches dans la rue, t'es là, t'étais au téléphone avec quelqu'un, t'avais rendez-vous à 14h02, la personne te dit ouais, je suis désolé, je suis obligé d'annuler, est-ce qu'on peut décaler à demain 13h ? Tu dis oui, avec plaisir. Tu fais un vocal, tu dis oui, déplace la to-do que j'avais aujourd'hui avec Jean-Louis, mais là à demain 13h. Tu vis ta vie, tu marches, tu regardes ta to-do, le truc fait tout, il se décale d'un peu, il se décale à demain, à la bonne heure, et tu reçois un message sur WhatsApp avec marqué c'est bon, c'est décalé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Quelle vie ! C'est fou, tu vois. Et ça, tu vois, ça va au-delà de ChatGPT. Ça embarque ChatGPT, parce que c'est l'IA que j'ai connecté dans ce truc-là. Mais c'est une utilisation de ChatGPT qui est différente. Et là, tu commences à exploiter, à aller un petit peu plus loin dans les fonctionnalités. T'es pas juste en train de lui parler directement par chat. Et ça, moi, ça me tue, tu vois. Moi qui développe des trucs, qui les fait à la main, qui les lance, tu vois, depuis longtemps, c'est une révolution, tu vois. C'est un peu comme quand on est passé de la 2D à la 3D pour moi. Dans les jeux vidéo, bien sûr. C'est un truc qui est révolutionnaire. Pour moi, là, ça, c'est une invention grandiose comme la roue. La roue, c'est fou. Là, ça permet de faire plein de trucs. Tu fais des chariots, des voitures, plein de trucs avec des roues. C'est super important. C'est une innovation majeure. Ça, l'IA, c'est une innovation majeure. Ça fait plaisir. Je suis content de vivre ça parce qu'il n'y a pas des innovations majeures tout le temps. Tu vois, il y a quand même un plafond. Il y a un plafond. Tout n'est pas révolutionnaire. Reprenons l'exemple des jeux vidéo. Pour ceux qui sont des années 90, on a connu des jeux vidéo à l'ancienne, pixelisés, l'enfer sur Terre. Mais à l'époque, on trouvait ça joli. Et puis, d'année en année, tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 4 ans, il y a eu des jeux plus beaux. Et un jour, on est passé de la 2D, donc des jeux vidéo qui sont plats, je dirais même pour les gens qui sont nés avant nous, des jeux vidéo qui sont full pixel. Ils sont passés de ça aux jeux que nous, on a connus, et nous, on est passé des jeux qu'on a connus tout en 2D, tout à plat, Super Nintendo, etc., Mega Drive, à des jeux en 3D, PlayStation. Et là, déjà, c'était la révolution. Alors, quand tu regardes ça maintenant, la PlayStation 1, bah c'est des polygones, tu vois, ça fait flipper, c'est dégoûtant, c'est l'enfer. Mais à l'époque, quand tu ouvrais ta boîte de PlayStation et tu lançais un jeu, tu disais oh là là, ah ouais d'accord, magnifique, c'est sublimissime, ok ? Innovation majeure, 2D, 3D, grand passage, incroyable. Les jeux continuent à avancer, PlayStation 2, 3, 4, 5.
Mais tu vois l'écart qu'il y a de qualité de jeu entre la PlayStation, par exemple 4 et la 5, il n'est pas aussi énorme que celui qu'il y a entre la Mega Drive et la PlayStation. Pourtant, t'as pas non plus 260 ans qui séparent les deux consoles, tu vois. Mais innovation majeure. Alors que là, si tu veux, comment tu veux aller plus loin que les jeux sont super réalistes. Il y a un moment, une fois que tu réussis à coller au réalisme de la vie qu'on mène, ça y est, c'est bon. Il n'y a pas au-dessus que HD. C'est déjà aux définitions. Tu vois. Ça y est, on est au bout. La 4K, après 4K, alors certes, il y a de la 6K, il y a de la 8K, mais l'écart entre la 4K et la 8K ou de la 4K et de la 6K, ça n'a rien à voir entre l'écart entre ta qualité de télévision dans les années 90, tu vois les gros écrans de télé là, en une définition qui fait flipper, et le 1080p, tu vois, et le HD. Il y a vraiment, c'est un autre monde, les deux, c'est un autre monde, tu vois, c'est un écart fou. L'écart entre la télé en noir et blanc, qui n'a pas de télécommande, c'est que tu dois te déplacer pour changer les chaînes sur l'écran. J'ai pas vécu, hein, ça c'est une époque, voilà. Donc ce niveau de technologie versus un film en 4K, c'est deux mondes différents. Innovations qu'on peut appeler majeures. Donc tu vois, on n'a pas tout le temps l'occasion de vivre ça. Moi je pense que plus on passe de temps sur Terre, moins les innovations sont majeures. C'est difficile en fait de taper un grand coup. Tu vois, c'est comme si demain tu déménageais dans un pays dans lequel il n'y a pas grand chose, où il faut tout faire. Tu peux faire des dingueries, tu vois. Parce que, comme déjà dans le pays en question, toutes les routes ne sont pas bétonnées, forcément, c'est plus facile d'amener du concept, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Déjà, juste tu mets du béton, c'est déjà une révolution. Okay, t'amènes l'eau courante, c'est déjà une révolution. Mais quand tu vis dans une ville dans laquelle il y a tout, béton, eau courante, la bouffe, la livraison instantanée, c'est dur de taper un grand coup sur la table et d'amener quelque chose vraiment de majeur. Donc je suis très content de pouvoir vivre ça. C'est trop bien. Moi, je le vis à donf. Je travaille dessus tous les jours. Je m'éclate. Surtout que j'ai la chance. Mais en vrai, si tu travailles, pour moi, c'est un hobby. Je trouve ça passionnant. Construire des robots qui vont m'aider. Moi, je trouve ça, c'est un truc que je fais pour rigoler, tu vois. Et ça, c'est top. Que ça soit un hobby. Je trouve ça trop, trop bien de pouvoir kiffer avec ça et de me dire, waouh, plaisir. C'est mon plaisir. C'est-à-dire que profiter d'une innovation majeure, développer des choses qui vont m'aider, c'est un plaisir. Voilà. Je ressens pas du tout de difficulté à le faire. J'aime bien, ça m'amène des problématiques qui sont intéressantes à gérer pour moi. Je trouve ça passionnant. Donc si toi aussi tu veux découvrir ce genre de choses-là, franchement, intéresse-toi un petit peu à Bolt, tu vois, bolt.new, découvre. Je pense que ça peut t'amener un niveau de créativité qui est vraiment haut. Il y a des gens qui sont plutôt manuels, qui aiment bien fabriquer des pots, des vases, des machins comme ça. Moi, c'est ma petite poterie, tu vois. Ça, les automatisations et l'IA, c'est ma poterie. C'est mon kiff. Je suis là, je suis derrière mon PC, je suis focus, je peux rester des heures comme ça, je crée des trucs, ça marche pas, je corrige, je trouve une solution, j'ai une nouvelle idée, je suis putain, on peut ajouter une to-do, mais attends, si on peut ajouter une to-do, peut-être qu'on peut ajouter ce que j'ai ajouté dans mon Google Calendar. Waouh, mais attends, truc de ouf. Si on fait ça, on peut peut-être aussi envoyer un message sur WhatsApp avec une autre automatisation qui, tu vois, moi c'est comme ça que je réfléchis. Toujours, je crée comme ça des ramifications. Il y a une arborescence, tu vois, dans mon cerveau un peu perpétuelle qui m'inspire. Il y a un gros sujet aussi, c'est le sujet de la création de sites. Alors, déjà, à la base, la création de sites, c'est quelque chose qui coûte cher. Enfin, ça coûtait cher, puis ça descend petit à petit, parce qu'il y a plein de solutions qui viennent faciliter tout ça. Mais là, avec un truc à la Bolt, enfin, tu expliques ce que tu veux, il le fait, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les jours, là, aujourd'hui même, maintenant, tout de suite, là, je sais pas, peut-être que toutes les heures, toutes les 10 minutes, il y a un site qui se vend à 1000 balles, à 2000 balles, à 3000 balles, tu vois. Il y a des gens qui sont pas du tout au courant de ça, qui connaissent pas du tout ce monde et qui vont peut-être jamais le connaître et qui vont payer des sites à ce prix-là. Et je trouve ça dingue de dire waouh, c'est trop marrant. D'un côté, tu as les gens qui sont au courant et qui vont aller sur Bolt et qui vont dire ouais, bah salut, fais-moi une page qui est comme ci, comme ça, boum. Et de l'autre côté, tu as des gens qui vont dire ouais, mais moi, la technique, c'est pas du tout mon focus, je sais pas comment faire, donc non. Je préfère payer 3000 € pour qu'on me fasse un site. Bon, écoute, pourquoi pas. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose quand je dis ça d'un point de vue technique, parce que c'est peut-être que tu es en train de te dire. Tu te dis, waouh, là, ce que tu me racontes, c'est technique. Moi, je ne suis pas quelqu'un de l'informatique, donc je ne vois pas trop. Enfin, je me reconnais pas. Peut-être que tu te reconnais pas du tout dans ce que je raconte là. Tu te dis, ouais, mais gars, toi, c'est ton délire. Tu connais, tu sais faire l'informatique, blablabla. Bla. Je commençais très tôt, moi, l'informatique, hein, j'avais 3 ans. Donc, forcément, facile, tu vois. Facile. Ou pas. Ça aurait pu ne pas m'intéresser. Et je dois vraiment te le dire, parce que tu dois le savoir.
il faut que tu arrêtes de te bloquer psychologiquement, tu vois. Il faut que tu comprennes un truc qui est sain, c'est qu'à partir du moment où tu décides que t'es pas bon dans un truc, fais-toi confiance, tu seras bien nul. Tu vois ? Si tu commences tes phrases par l'informatique, c'est pas mon fort, je connais rien, il y a de grandes chances que tu restes bien nul. Parce qu'il y a un truc qu'il faut pas oublier. L'informatique, Windows, iOS, etc., tous les OS de Mac, etc., il faut pas oublier que le niveau, c'est casual, hein, c'est-à-dire débutant, pour que ça soit accessible au plus grand nombre. Faut pas l'oublier, ça. C'est pas un grand truc de technicien de savoir utiliser un ordinateur. La seule chose qui le rend ultra technique, c'est le fait que toi, tu as décidé que c'était ultra technique. Mais c'est vraiment claqué, en fait. À partir du moment où tu as compris le concept de fenêtre, tu ouvres des onglets, etc. Ah, un nouveau lead qui rentre sur ma plateforme. En automatique, ça régale. À partir du moment où tu as compris le concept de fenêtre, à partir du moment où tu as compris le concept de navigation, de dossier, ça y est, c'est bon, tu as fait le tour. Tu sais ouvrir une fenêtre, tu sais la fermer avec la croix, soit en haut à droite, soit en haut à gauche, on avance, tu vois. Mais si tu pars du fait que c'est trop dur, forcément, ça restera tout le temps trop dur. Hier, très marrant, j'étais justement chez ce fameux médecin chez qui j'ai réussi à trouver la fameuse consultation, tu vois, ce fameux spécialiste. Et il utilise Doctolib, et c'est un médecin qui était assez âgé, et vient le moment où Firefox, donc son navigateur, lui demande de faire une mise à jour. Et ce médecin, convaincu qu'il était nul en informatique, sort une petite punchline et il dit « Ah non, ça marche pas ». À la base, je ne savais pas qu'il y avait un problème de mise à jour. Je me décale un peu, tu vois, parce que le bureau était assez ouvert, le médecin était à 1m20, 1m30, et moi j'étais un peu en biais, j'étais debout, parce que je n'étais pas tout seul dans la salle. Je regarde, je vois que le truc qu'on lui demande, c'est une mise à jour de Firefox. Et je le vois faire, en plus c'est sur Mac, il y a marqué autorisé ou refusé, il écrit il fait ne pas autoriser. Et là, je sais pas pourquoi, il a une inspi, et il dit « Ah, ça marche pas et tout, aïe, 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 aïe ». Il dit « Mais vous, monsieur, vous savez, vous y connaissez en informatique ?» Je dis « Ouais, pas mal. » Et je l'ai vu cliquer. Il dit « Donc du coup, comment je peux faire ?» Je dis « Le problème, c'est que là, votre navigateur, il veut se mettre à jour, et puis vous avez mis ne pas autoriser. Donc il va falloir retrouver le truc pour lui réautoriser l'accès au PC, ça va être un peu chiant, quoi. » Bref, je prends la main, je relance Firefox, et là, il y a une simple fenêtre qui te demande, vraiment, c'est écrit en français. Et c'est pour ça que ça me fait rire. Les gens qui sont convaincus d'être nuls en informatique, en fait, ils deviennent automatiquement nuls en lecture. Tu sais, ils lisent pas. Ils sont là, des gaulemons, ils sont là, il y a les champs, ils lisent pas devant eux la fenêtre. Ils disent « Ah, ça marche pas ». Et ils cliquent bêtement n'importe où. C'est écrit. Il y a marqué, pour faire la mise à jour, mets ton identifiant de connexion administrateur et ton mot de passe. L'info, elle est simple. T'es pas admin, mets des infos admin. T'as pas les droits pour faire la mise à jour. On veut pas que tu modifies. T'as un compte un peu de Golemont parce que on sait pas ce que tu vas faire avec. Donc, mets les infos admin si tu les as, ou contacte ton administrateur et il les met et on avance, tu vois. Évidemment, la personne ne lit pas, panique. Ça clique à côté. Oh, ça marche pas, ça marche pas. Et elle met ses propres infos de connexion de session, tu vois. Et ça marche pas, évidemment, parce qu'elle est pas admin. Bon. Elle retape ses mots de passe, etc. Moi, j'ai un espoir qu'elle puisse se connecter. Je le fais. Elle me dit, ouais, est-ce que vous voulez essayer ? Je dis, bien sûr. Elle me montre le mot de passe, je le mets. Je lui montre qu'elle ne peut pas se loguer, on n'est pas admin. Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va voir la secrétaire. Et là, franchement, t'as Chantal qui débarque dans la pièce. Vraiment, Chantal, elle arrive. Elle dit, ah ouais, effectivement, ça marche pas. Aïe, aïe, on va essayer de trouver. Voilà. Donc, Chantal se met derrière le PC. Et là, bien sûr, Chantal, elle tape à un doigt, tu vois. Donc, je me doutais bien que ça allait pas être le backup informatique le plus stylé du monde. Mais elle commence à taper un WAD. Et elle fait exactement ce qu'on a fait, bien évidemment. Mais Chantal, ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'elle écoute pas trop, Chantal. Je vois qu'elle tape le mot de passe, dans lequel il y a une seule majuscule. Et elle tape le mot de passe avec le clavier verrouillé, tu vois, la majuscule est verrouillée. Donc, ce qu'elle est en train de taper, sans voir ce qu'elle tape, parce qu'elle tape, c'est caché, elle le tape en maj. Forcément, ça va pas marcher, puisque tu mets que des mages. Donc, elle met le truc à une main, donc c'est très long. Elle valide, elle dit « Ah, ça marche pas. » Ah, je dis « Oui, mais vous êtes en majuscule. » La meuf ne prend pas en compte la remarque. Elle retape le truc. Ça remarche pas, puisqu'elle refait la même chose, c'est normal. Et du coup, le médecin lui dit « Ah oui, t'avais peut-être la majuscule activée. » Là, elle écoute, elle désactive sa fucking majuscule. Retape le mot de passe, ça marche toujours pas. J'avais déjà essayé, jusqu'à preuve du contraire, je sais taper un mot de passe sans faire de faute. Toujours pareil. Chantal, pas de solution. Bon, Chantal sort de la pièce. Elle va chercher Virginie.
C'était long, c'était long. Ça, là, je te parle d'un problème, ça a duré 20-25 minutes à attendre qu'elle puisse accéder à Doctolib. Bref, Virginie qui arrive avec une feuille, avec plein de mots de passe dessus, elle essaye, Virginie, de s'en sortir à jamais. Et là, le médecin me sort une punchline que j'oublierai jamais, elle dit « Ah là là, vous voyez comment c'est l'informatique ? Ah, ça marche pas, hein ?» Et après, elle rajoute « L'informatique, c'est le goulag. » Mais vraiment, elle est premier degré. Hein. Pour elle, l'informatique, non. Non. Et du coup, elle a fait les papiers qu'elle devait faire, elle les a écrits à la main. Ça lui a rappelé les années 70, c'est bien. Parce que c'était vraiment un ancien. Bon, ça lui a rappelé les années 70, elle a tout fait à la main, elle était contente. Et après, elle ponctue encore sa dernière lettre la dernière lettre qu'elle a pu écrire sur la feuille. Ah, vraiment, hein, l'informatique, c'est le goulag. Hein. Qu'on fasse un petit bilan. L'outil en question, tu t'en sers tous les jours. Ça fonctionne très bien tous les jours. Le problème, je pense, c'est qu'en fait, tu ne lis pas ce qu'il y a devant les yeux, ce qu'il y a devant tes putains d'yeux, et tu as décidé que tu étais nul, et tu as décidé que c'était trop complexe pour toi. Donc, tu décides que c'est le goulag. Vraiment, les biais cognitifs comme ça, c'est terrifiant, quoi. Tu décides que tu es nul, bah donc tu es nul. Voilà. Alors que tu devrais lire. Et trop de fois, j'ai vu cette configuration de gens qui considèrent qu'ils sont nuls, bah donc ils sont nuls. Et ils paniquent, et ils lisent pas. Ils sont ça marche pas, mais pourquoi ça fait ça ? L'informatique, c'est pas les films avec des hackers, hein, avec des LED, des fenêtres noires où tu tapes dans tous les sens. Attends, je vais accéder au système. C'est bon, j'ai réussi à... C'est pas ça. Hein. C'est une fenêtre avec marqué dessus le problème, en fait. Log-toi, admin. Tape pas log, demande les logs. C'est tout. Il n'y a pas besoin de cheat code, il n'y a pas besoin de méthode infinie. Très simple. Très, très simple. Bref. Un peu une catastrophe. On revient sur ce côté IA. Vraiment, découvre Bolt. Ça tue de ouf. Il y a pas longtemps, j'ai refait tout mon site comme ça, assez facilement. C'est pour ça que je vais t'expliquer une autre anecdote sur ça. Donc, moi, normalement, je passe par Webflow pour faire mon site. Ce site, je l'ai fait faire par un ami qui est assez bon sur Webflow, qui est justement un outil qui permet de créer des sites, mais un peu plus, un peu sexy. Et ce site, je ne l'ai pas payé cher, je l'ai payé 400 balles. Ce qui est très, très, très peu hein, pour un site Webflow. Normalement, c'est plus 1005. Mais comme c'est une nouvelle technologie, que c'est sympa, que c'est joli, pourquoi pas, tu vois. Let's go. Je le paye, il fait le truc, 3, 4 semaines, plein de modifications, plein d'allers-retours. On arrive à en finir, je dois corriger les fautes et tout, sans fin un peu le délire, hein, sans fin. Bref, 4 semaines au moins. J'aime bien le résultat, c'est super cool. Et arrive Bolt dans ma vie et je me dis, tiens, je vais essayer de reproduire, pourquoi pas, mon site avec Bolt. J'ai reproduit en 30 minutes. C'est bon ? 30 minutes. Boum, boum, j'ai lancé mon truc, tac, tac, il y avait Bolt. Enfin, il y avait mon site, c'était le même. Du coup, j'ai arrêté mon abonnement à Webflow qui me coûtait 300 balles par an. Et ça dégage. Et je me dis, wow, le gain de temps, j'ai pu faire la même chose, juste en écrivant ce que je voulais, en envoyant 2-3 photos du site en question, 2-3 screenshots. J'arrive au même résultat. Incroyable. Waouh. Okay. Créativité plus, c'est magnifique. Alors, je pense pas que ça va remplacer des métiers complets, l'IA. Par contre, ceux qui ne s'adaptent pas et qui font de la résistance vont être remplacés, ça c'est sûr. Quand tu as un outil comme ça qui arrive dans ton escarcelle, franchement, mets-toi à jour. Mets-toi à jour et mets-le dans ton attirail d'outils en fait. Serre-t'en pour faire quelque chose de bien parce que ça, c'est révolutionnaire. Si tu es déjà bon dans ton métier et que tu ajoutes un outil comme ça, c'est ouf. Tu vois, c'est un peu comme un bon garagiste à qui on amènerait un outil, un assistant robot super performant. C'est-à-dire tu connais déjà super bien ton métier, mais en plus là, tous les travaux manuels, tu peux les faire par le super assistant. Tu vois, si tu sais ce que tu fais, c'est mortel. C'est-à-dire que tu deviens quelqu'un qui est déjà bon, hein, mais tu deviens nucléaire grâce à ça. Tu gagnes du temps, c'est efficace, tu peux faire plus de caisses, tu peux en faire plus, tu peux les faire mieux et tu peux les faire plus vite. Par contre, si tu fais le vieux garagiste qui dit non, mais moi l'IA, ça m'intéresse pas les robots, je pense pas, moi je suis dans la mécanique à l'ancienne, tu vois, moi je viens de la mécanique, on se salit les mains, tu vois, moi c'est de là que je viens. Tu vas te faire écraser. Tu vas te faire écraser parce que tu t'opposes au lieu de t'allier, et ça, c'est dommage. C'est comme les gens qui font de la résistance et qui disent « Non, je mets pas le GPS. » Alors, c'est peut-être tes parents, moi, j'ai un membre de ma famille qui fait ça, qui dit « Ouais, moi, je mets pas le GPS, je connais la route. » Ah bon ? Tu connais le trafic en temps réel sur la route, alors ? Dis-moi, sur la A62, comment ça se passe, là ? Au kilomètre 21, il y a un accident ou pas ? Tu le vois, ça, dans ta perception de « Je connais la route » ? Est-ce que tu vois ? C'est quoi la meilleure route, là ? Ils sont où les accidents, là, sur le
le réseau autoroutier français. Tu peux me dire un peu par rapport au chemin? Tu connais le chemin déjà de tête, là, parfait? Non, hein. Ouais, tu connais pas. Les accidents, tu les vois pas non plus à travers les murs. Hein. Dommage. Utilise des outils. Arrête de t'opposer. Profite. C'est pas stylé comme skill de connaître la route. On s'en fout. C'est des qualités d'un autre temps. C'est terminé de savoir faire ça. On s'en fout. Pas impressionnant, pas efficace. Ça y est, on a trouvé des outils. C'est comme si tu mangeais à la main. Tu vois, tu dis, regarde, mais j'ai pas besoin de fourchette, j'arrive à manger à la main. Ouais, mais t'as les mains sales. Tu fais pitié, en fait. No offense hein, pour les communautés qui mangent à la main, tu vois. Rien à voir. Mais voilà. Désolé, là, t'es en train de nous prouver que tu sais bouffer à la main, que t'as pas besoin de fourchette. C'est super. Nickel. Va te laver les mains. Cradouille, va. Cradouille. Donc vraiment, s'il y a des outils comme ça qui apparaissent dans ton job, essaye de les apprivoiser parce que ça peut vraiment t'amener au niveau différent, à un niveau différent, un niveau de ouf. Et si ça t'intéresse de près ou de loin dans ta vie tout court, même juste un peu, creuse un peu le truc parce que je peux t'assurer que tu peux trouver des usages. Tu les vois pas là parce que ce qu'on ne connaît pas ne nous manque pas. Tu vois, avant que les photocopieurs arrivent, on avait la feuille de papier carbone, tu vois. Moi, à l'époque de mes parents, c'était ça. Donc, tu mettais une espèce de feuille noire derrière la feuille que tu voulais recopier. Tu mettais la feuille que tu voulais recopier par-dessus et tu écrivais, tu repassais sur ce qui était déjà écrit. Et puis, du coup, ça se dupliquait derrière sur une autre feuille derrière, tu vois. Donc, c'était cool. Mais un photocopieur, c'est plus efficace. Mais si tu connais pas et que c'est ta vie de recopier des feuilles comme ça, ça peut même être un métier. Peut-être carboniste, ça existait. C'est un gars qui fait des copies, tu vois. Et là, tu lui amènes des documents, il a des feuilles de papier carbone, et son skill, c'est de recopier les documents. Tu vois, c'est des métiers qui n'existent plus. Maintenant, il y a un photocopieur, ça sert à rien, tu vois. Où tu prends ton téléphone, tu scannes le document, boum, tu te l'envoies PDF, on avance, tu vois. Donc, j'ai eu ce sujet-là en plus, il y a pas longtemps, avec quelqu'un qui m'a dit, ouais, je connais quelqu'un qui est documentaliste. J'ai dit, ah bon, fait quoi du coup de ces journées? Parce que ça sert à quoi comme métier, ça? Du coup, c'est dans quoi elle fait ça où? Je sais pas. Parce que documentaliste, tu vois, si on tape documentaliste définition, documentaliste, personne qui collecte, gère et diffuse des documents. J'ai l'impression que c'est la définition de Internet. Quel est le rôle d'un documentaliste? Recherche et gère les sources des informations documentaires selon les demandes qui lui sont faites par les particuliers, des professionnels et des chercheurs. Ah bon, ça s'appelle ChatGPT, ça alors. Ça, voilà, ce métier. J'ai creusé, je me suis dit, tiens, tu connais qui? Elle a quel âge la personne? 260 ans ou... Non, elle m'a dit, non, là, elle vient de finir, elle a la vingtaine, 22, 23. J'ai dit, ah ouais, ça c'est... Non, 25. J'ai dit, ah ouais, c'est bien comme vie, ça. Ça va pas durer longtemps, son travail. Hein. J'espère qu'elle a l'information. Elle va démarrer, elle va s'arrêter. Bonjour, parce qu'on avait mis, nous, avant que vous arriviez, mon patron, le chef de service, c'est parce qu'il avait Internet, je sais pas si vous connaissez Internet, et un mail, adresse mail, ChatGPT, inscription, pas besoin de toi. Je sais pas, plus rapide, plus précis, plus efficace, il peut itérer, il écrit plus vite que toi, il a plus de sources, il se déplace plus vite, il peut faire des PDF s'il y a besoin, on peut le connecter à d'autres outils, pas d'arrêt maladie, pas de fatigue, pas de temps de pause, dispo tout le temps, la nuit, le jour. Quand toi tu dors, je comprends pas ton métier. Tu pars, c'est mieux. C'est sûr, c'est un métier, je comprends pas. Voilà, donc ça va. J'ai posé des questions, j'ai dit, mais attends, mais dis-moi en plus, je veux savoir qui est cette personne avec un métier d'un autre temps, tu vois, je veux en savoir plus. Elle m'a dit, elle documentalise dans une école. J'ai dit, ah ouais, elle a vraiment ChatGPT, vraiment sans faute, hein, ChatGPT. Documentalise dans une école. Peut-être au collège. Quelle information de collégien tu ne trouves pas sur ChatGPT? Aucune. Je dirais même plus qu'on peut même demander à ChatGPT quelles informations de collégiens ne connais-tu pas? Je cherche à remplacer ma documentaliste. On va voir ce que nous dit ChatGPT. Ouais. Il me dit qu'il a potentiellement quelques limites. Ce que je peux faire, aider à la recherche d'informations, former à la recherche documentaire, proposer des ressources, créer des supports pédagogiques, aider à la gestion d'un CDI numérique. Indexation, idées, organisation par thématique, club de lecture, challenge.
Je suis sûr que si je lui dis donne-moi 10 challenges, il va me les sortir, tu vois. C'est ça qui est mignon avec ChatGPT, c'est que quand tu lui dis que tu vas l'utiliser pour remplacer un humain, il dit quoi non? Ah non, 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 non. Je connais tout, mais les humains aussi, parce que vous avez connu des trucs bien aussi, vous connaissez. Je pense, je crois. Trop mignon. Il me dit ce que je ne peux pas faire, ou très partiellement. Il rajoute quand même, il est humble. Gérer les prêts de livres. Et entre parenthèses, sauf si tu me connectes à une base externe ou à une application. Tu peux alors connaître les documents physiques du CDI. Je ne sais pas ce que vous avez en rayon, à moins que tu me donnes une liste. J'adore. Assurer une présence physique. Oui, bon, on n'a pas besoin. Je sais pas. Pour surveiller, accompagner, encadrer une classe en autonomie. C'est le mec, il est parti sur le fait d'être un professeur. Il est trop mignon. Comprendre des dynamiques humaines en temps réel. Repérer un élève en difficulté. Gérer un conflit. Ah, c'est plus le métier de documentaliste, là. C'est surveillant, ça. Adapter des réponses à des handicaps ou troubles sans infos spécifiques. Ce que fait très bien une documentaliste formée. Cas hyper typique, tu vois. Effectivement, quand on te pose une question en braille, ChatGPT ne sait pas répondre. Ouais, ça va. C'est la documentaliste non plus, je te rassure. Voilà, voilà. Donc j'ai hâte d'en savoir plus sur le métier de documentaliste, en tout cas sur le métier de cette personne-là. Je suis curieux, en fait, de savoir un petit peu comment... l'avenir, quoi. Qu'est-ce qu'elle va faire après? C'est le bâtard de ouf. Parce que va falloir trouver. Hein. Va falloir trouver, là. Mais tu vois, là où ça peut être stylé, c'est qu'elle pourrait être documentaliste ChatGPT. Tu vois, c'est une personne, c'est stylé parce que si elle est dans un endroit un peu cool où elle est pas trop fliquée et qui est tranquille, elle pourrait carrément se remplacer et te payer pareil, tu vois. Et ça, c'est stylé. Eh ouais, tu peux automatiser ton métier, tu vois. Si aujourd'hui tu as un métier, c'est hyper intéressant de voir comment tu peux l'automatiser et voir comment il peut t'aider, tu vois, dans différentes tâches. D'ailleurs, j'ai appris il n'y a pas longtemps que l'entreprise dans laquelle j'étais, tu vois. Et c'est le premier truc que je me suis dit en sortant de cette boîte. Je me suis dit, waouh, on peut automatiser la plupart en fait des tâches que j'ai pu faire pendant pas mal d'années, hein, et autres de mes collègues aussi. Et ça y est, j'ai appris que l'entreprise, après tant d'années, s'était dit, mais les gars, là, on va vous virer en fait. On va enlever au moins 50% des gens dans l'immeuble. Parce que, en vrai, des robots, hein, en vrai. Parce que on n'a pas besoin de ce que vous faites. Voilà, il y a plein de trucs qu'on peut faire automatiquement. Donc, en vrai, ça mettra forcément quelques personnes sur la paille où ça les forcera à s'adapter. Mais en tout cas, dans ce cas de figure-là, ça va créer effectivement ça va virer des gens. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça vire des gens et c'est méchant, blablabla, ou est-ce que tout simplement ces emplois-là étaient déjà inutiles pendant des années? Moi, je m'en étais déjà rendu compte depuis longtemps. On n'a pas eu besoin de l'IA. Enfin, moi, j'ai pas eu besoin de l'IA pour me rendre compte que ces emplois-là, ils étaient pas forcément utiles. Hein. Ça fait longtemps que ça peut fonctionner tout seul. Hein. Vraiment, ça fait très très longtemps. Donc, il y a vraiment un délire de cause et de conséquences. Et en tout cas, pour une certaine partie des gens, c'est pas l'IA qui est venue remplacer leur métier. C'est juste qu'ils font un métier depuis longtemps qui sert à rien, en fait. Et ils le savent. Ils le savent. Il faut très bien. C'est des actions répétitives. C'est des analyses qui sont toujours les mêmes. Donc, ça se botte. Tu peux remplacer ça par un bot, un robot. Et les robots, c'est pas né maintenant, tu vois. Il y en avait déjà avant, et c'était déjà possible avant de le faire, avant l'IA. D'une autre manière, avec des variables qui sont autres, mais ça se fait. Ça se fait de ouf. La programmation, c'est pas nouveau. Donc c'est juste qu'on les a laissés en fait sur un métier, et ça c'est triste. On les a laissés sur un métier qui sert à rien, et on les a laissés, on leur a laissé croire que c'était utile, et où ils savaient très bien, ils sont pas cons non plus, que c'était une petite planque quand même, faut pas déconner. Faut pas oublier quand même en France, c'est un peu le sport national d'essayer de se planquer et d'en faire le moins possible. Donc on les a laissés dans leur petite planque et il arrive un moment où il y a forcément un petit coup de quelqu'un qui vient tirer le tapis, dit hop là, on va faire une petite mise à jour, faut pas déconner, on a regardé un peu ce que vous faisiez la journée. Je pense qu'on peut mettre un robot à votre place et je pense que vous le savez depuis au moins 10 ans. Quand tu fais le calcul de tout l'argent que ça fait, tu comprends que la boîte, elle réagisse comme ça, tu vois. Tu fais juste 2-3 calculs, tu te dis, ah ouais, d'accord, ça fait énormément de thunes, en fait. C'est énorme. Tu vois, si on fait un petit calcul rapide, je vais faire bien sûr sur des salaires fictifs et sur des quantités de personnes fictives, tu vois. Mais admettons que tu es 20 personnes, tu vois, dans un immeuble. Tu donnes à tout le monde 1 500 € par mois.
Ça veut dire que tu décaisses 30 000. Vu la taille de la boîte, il y a des charges patronales. Donc ça veut dire qu'il y a 80% de charges patronales, 80-85. Hop, c'est des petites taxes cadeaux quand tu payes quelqu'un. C'est pour ça que sur ton salaire, en général, quand tu regardes, il y a marqué 1 million et après tout en bas, il reste plus que 1 000 euros. Comment ça se fait? C'est les charges patronales, les taxes, etc. Donc en vrai de vrai, en réel, entre guillemets, parce que c'est un calcul fait un peu à la va-vite, tu dépenses pas 30, mais tu dépenses 55 000 euros pour payer ces 20 personnes, tous les mois. Si tu multiplies ça par 12, ces 20 personnes, je refais mon calcul, je pense que j'ai fait de l'AD. 1100, 1500 fois 20 personnes, c'est le chiffre qui m'a choqué. Voilà, fois 20 personnes, plus 85%. Ça nous donne 55 000, c'est bon, par mois. On multiplie ça par 12, ça nous donne 666 000 euros par an. 660 000. Trop de 6. Je vais dire 600 000, ce sera plus simple. Donc ça donne 600 K par an. Okay, si tu les payes pendant 10 ans, tu as dépensé pour ça 6 millions d'euros. 6 millions. 10 ans, c'est pas très long. Hein. C'est de 20 ans à 30 ans, de 30 à 40, de 25 à 35. C'est rien, 10 ans. C'est que dalle. 6 points. Enfin, faut que j'arrête d'appeler tout point. 6 millions. 6 putains de millions. C'est énorme. Pour un taf que tu aurais pu automatiser. En sachant qu'une automatisation de ce type-là, tu la mets en place en développement. Je vois à peu près ce qu'il faut faire. Allez, si tu te fais facturer un peu fort, ça va te coûter 50K. Allez. Vraiment, c'est un peu fort. 50 000, parce que c'est une grosse boîte. Allez, pourquoi pas. 50 000 versus 6 millions. Et après, tu sais ce que tu fais? Tu mets une personne pour piloter l'automatisation en cas de besoin. Il est là, c'est la présence humaine s'il y a besoin. Et pour le fun, lui, tu lui donnes 2000. Tu lui donnes 2000, plus 85%. Voilà, ça te donne tu as 3700 à dépenser par mois, excuse-moi, fois 12. Tu as 44 000 à dépenser. Ce qui prend à l'année, c'est moins que tes 20 gars. Tu te rends compte? C'était 55, là c'est 44. À l'année, 55 par mois versus 44, c'est normal. C'est un truc de fou. À l'année, 44 000. Tu le payes pendant 10 ans. Hop. Tu as dépensé 444. 400K. Normal, tout va bien. Tu as dépensé 400K, alors que le reste, pour les payer 10 ans, tu as dépensé 6 millions d'euros. T'imagines la différence? On peut rajouter les 50 000 de machin, là. Là, ça fait quasiment 450K, je t'avais dit. Pas 400K, mais 450, environ 444. Tu rajoutes les 50K de développement, voilà. Tu as dépensé 500K, tu es tranquille. Versus 6 millions. Je sais pas ce que tu préfères, toi, dépenser 6 millions ou dépenser 500 000 euros, mais titre perso, je préfère 500 000 euros, tu vois. Et c'est marrant parce que dans les boîtes que nous, on accompagne, on les voit les défauts comme ça, tu vois. Les défauts de facturation qui paraissent légers, mais qui à terme coûtent cher de ouf. Ça coûte vraiment très très cher. Je le répète, sur 10 ans, 6 millions d'euros, et avec un peu d'organisation, ça aurait pu coûter 500 000. C'est une énorme différence. L'économie, c'est 5,5 millions. Avec 5,5 millions, tu fais pas mal de choses, hein. Même d'un point de vue pro. Tu peux même sortir un nouveau produit, tu peux aller plus loin, tu peux payer de la R&D, tu vois, recherche et développement pour inventer une nouvelle solution. Je viens de te le dire, mais un nouveau produit. Tu peux recruter des talents pour faire autre chose, tu vois. C'est fort, c'est fort. Tu peux te lancer dans un autre pays, tu peux attaquer un autre marché, tu peux lancer une autre boîte, tu peux te payer des dividendes, tu vois, par exemple. Hein, tu vois, regarde, je vais dire. J'ai généré 6 millions d'euros en 10 ans. Là, 10 ans. Donne-moi une estimation des dividendes que j'aurais pu prendre chaque année. Je suis en France. Tu vas voir. Pour ceux qui ne savent pas, les dividendes, c'est prendre une partie du résultat de son entreprise. Moyenne par an de dividendes que tu aurais pu récupérer. Alors, durée de 10 ans, il lui donne une moyenne par an à 600 000. Ah oui, d'accord, il part du fait qu'il y a un résultat net de 600 000. Voilà, que tu gagnes 600 000 fois 30%. Hop, distribution des dividendes. Dividendes estimés par an, 180 000. Voilà, c'est bien, ouais. Allez, net. Lui, il estime un net à 126 000 dans ta poche. C'est-à-dire qu'en dividende, juste comme ça pour le fun, tu aurais pu récupérer 126 000 euros par an. C'est pas mal, hein. En net dans ta poche, hein, bien sûr. Hein. Donc 126 000 euros par an. Tu te rends compte, toutes les fins d'année, tu te chopes des petits dividendes comme ça, un petit 126 000.
beau gosse. C'est comme si tu avais gagné en plus de ton salaire, si jamais tu es salarié, hein, mais bon. Si tu prends des dividendes, c'est que tu es chef d'entreprise, mais bon, peu importe. 126 000 divisé par 12, c'est comme si on t'avait donné un bonus de 10 500 euros par mois. Tous les mois, tu dis bonjour, c'est là le bonus. Tenez, c'est 10K à 5. Prenez, voilà. Toi de visualiser. Est-ce que, en termes de vie, qu'est-ce que ça t'inspire, avoir 10 500 euros de plus par mois? Je sais pas, toi de voir. 126 000 de plus par an, bon, bah, à voir. Il y a quand même autre chose à faire. Hein. En termes de lifestyle, j'aime bien, moi. 126K de plus par an, en divi, c'est beau gosse une fois que tu as fini de payer tes impôts et tout, j'aime. J'aime bien. Voilà. Bon, c'est une utilité, c'est une manière dont tu aurais pu dépenser plutôt que de payer 20 gars qui font un truc qui est automatisable. Ah, parfois, il y a des choix comme ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu vois, nous, on échange avec des chefs d'entreprise qui sont en difficulté. Quand on reprend la compta à l'envers et qu'on regarde, on se dit, mais pourquoi lui, il est là? Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, mais lui, parce qu'il était là au début et tout. Ah ouais, il était là au début. Et du coup, il fait quoi là depuis 15 ans? C'est plus trop. Hein. Mais du coup, c'est quoi? Il rapporte quoi? Je sais pas. Ah ouais, d'accord. Mais il prend 3 000 euros par mois quand même. Hein. Du coup, on sait pas trop. Parce que 3 000 euros par mois, ça fait... attends, on fait un petit calcul rapide. Plus 87%. Petite charge patronale, ça fait plaisir. Ah oui, j'ai tapé 30 000, excuse-moi. 3, hop, j'aurais pu faire le calcul. Hein. Plus 87%. 3 000 euros par mois, vous décaissez 5,6 par mois, en fait, en vrai. Fois 12, merde. 56, 10 fois 12. Vous dépensez 67 000 euros pour on sait pas trop quoi, hein, quand même, hein, à l'année. Hein, donc s'il reste pendant 10 ans, on reprend toujours ce délire de 10 ans, pareil, ça fait 673 000 euros. Peut-être qu'il y a une petite réflexion à amener, enfin le repositionner sur des missions qui ont de la valeur, essayer de réfléchir, voir avec lui où il en est, ce qu'il fait, ce qu'il veut. Parce que là, il est en train d'asmater la boîte à coût de moins 5K, donc je sais que ça fonctionne. Hein. Mais il faut faire attention, parce que là, on est dans une position où justement, il y a des problèmes de trésorerie. Donc il y a un moment, il faut mieux gérer la trésorerie. Et ça, c'est des trucs discrets, tu vois. Peut-être que c'est un truc qui ne te parle pas aujourd'hui, parce que tu n'as pas encore d'entreprise, et ça viendra, je te le souhaite. Hein. C'est le concept de salarié provisoire. Tu vois, ça, c'est le genre de petits moves, de petites erreurs, où tu fais passer la gentillesse avant l'argent. Tu peux être humain et gérer l'argent. Les deux sont compatibles. Mais tu dois quand même avoir une gestion d'entreprise qui est mathématique. Sinon, la gentillesse aura raison de ton activité. Ça, on n'aime pas, tu vois. Donc tu peux être sympa, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que quand tu prends quelqu'un, quand tu bosses avec quelqu'un, il doit apporter une valeur que tu peux comprendre. Et si possible, c'est très important, que tu peux calculer. Si tu ne peux pas calculer, je sais que dans certaines configuration, c'est difficile à calculer, tu dois trouver une unité de calcul. C'est important. Si tu sais pas comment on fait, tu trouves ChatGPT, tiens. Tu trouves. Mais il faut qu'on puisse mesurer ce qu'il fait, parce que si tu peux pas mesurer, ça veut dire que c'est freestyle. Il fait ce qu'il fait, quoi. Il vit, parfois il fait pas. Par contre, ça vaut le même prix, tu vois. Donc, c'est un truc que tu n'aurais pas supporté en perso, ça. Tu n'aurais pas dit, tiens, tu vas au resto, une fois, c'est un resto qui est à côté de chez toi, tiens. Tu payes 10 euros et là, tu as 8 maquis. Tu viens le lendemain, tu payes 10 euros, il y a 2 maquis. Tu te dis pourquoi? Parce que moi j'avais 8 hier, pourquoi j'ai pris le même truc? Pourquoi il n'y a que 2 maquis? Ça dépend du cuistot, de sa motivation. Ça dépend de. Aujourd'hui, non. Non, demain, peut-être, je veux voir. Tu mesures pas, on sait pas, il travaille quand il travaille. Puis le lendemain, tu viens, encore, le surlendemain, tu mets 10 euros, il n'y a pas de maquis. Tu dis voilà, il n'y a que la planche aujourd'hui. Voilà, tiens. Je venais pour manger, moi. Ah, monsieur, c'est comme ça. Hein. Ça dépend, on ne peut pas mesurer ce qu'il fait, donc votre commande, il n'a pas eu le temps. Fais avec, quoi. Et toi, tu payes pareil. Tu te lèves, tu pars, tu te dis, ah, je comprends. Donc là, c'est à peu près la même situation, quoi. T'envoies la thune. Je t'ai donné un truc un peu humoristique pour que tu comprennes pourquoi cette situation est aberrante. Quand tu le prends sous le prisme gentillesse en mode humain, tu dis non, mais ça se fait pas, c'est un mec qui est là depuis longtemps dans la boîte, c'est Jean-Jean, il était là au début. Ok, mais Jean-Jean, il nous prend 600K par an en fait. Enfin, il nous prend 600K depuis 10 ans en fait, Jean-Jean. Il apporte quoi? C'est quoi la valeur ajoutée de Jean-Jean? Parce qu'à 600 000, moi j'avais, là sur 10 ans, j'avais un ingé plus qui lui, ce qu'il allait amener dans la boîte, c'est terrifiant. Il allait. On aurait pu s'étendre, tu vois. On aurait pu créer d'autres postes, avoir plus de gens, plus de mecs, je sais pas, au commerce. Puisqu'il prend 60 par an. On aurait pu peut-être avoir 2 commerciaux supplémentaires qui apportent plus de bises. On aurait pu avoir une plus grosse boîte. Mais là, on a Jean-Jean.
Jean-Jean, il fait des photocopies, parfois il est là, il est pas là. On sait pas. Attention, la gentillesse a ses limites, surtout en business. Reste précis, parce que ça peut te coûter très cher. Écoute, je vais quand même te l'indiquer si tu es encore là. Tu as vu que j'ai ouvert une communauté, School, ok. C'est un espace sur lequel, en fait, je te mets à disposition des formations pour que tu puisses apprendre des choses. Et j'en ai fait une récemment, en fait, sur l'automatisation. Tu vois, c'est une introduction à l'automatisation. Et ça te montre un petit peu ce que tu peux faire, comment tu peux intégrer ça à ta vie. Et tu y as accès directement dans la description. Tu as juste à cliquer dessus. Tu peux tico. Ça s'appelle Automation Starter. Tu démarres. C'est ton improvisation, ça. Enfin, c'est ton improvisation. C'est ta découverte. Tu vois, tu kiffes. Tu regardes un petit peu comment ça marche. Et puis, tu me diras tout simplement ce que tu en penses. Sur ce, je te remercie déjà. Et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du regard de cet épisode. Et je te dis à bientôt.